Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de l'ossature bois de votre maison. Cette première vidéo sera la première vidéo d'une série de 3 vidéos. Celle que vous allez voir maintenant qui va vous parler de toutes les couches du mur à ossature bois. Une deuxième vidéo qui vous parlera de comment concevoir votre ossature propre de votre mur. Et pour finir, une troisième vidéo où on verra l'assemblage des murs et toutes les autres pièces de bois qui peuvent être importantes pour un mur à ossature bois. Cette petite série de vidéos sera utile à la fois pour ceux qui veulent construire une tiny house, mais également ceux qui souhaitent réaliser une maison à ossature bois. Allez, c'est parti! Nous voilà donc devant l'ordinateur où j'ai préalablement réalisé 2 murs à ossature bois qui vont contenir toutes les couches dont vous aurez besoin dans votre mur à ossature bois. Il faut savoir que ces couches-là sont primordiales, mais vous pourrez toujours en rajouter d'autres si vous voulez mettre par exemple une isolation à l'extérieur en plus ou une isolation à l'intérieur en plus. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez besoin de retrouver toutes les couches que je vais vous citer dans cette vidéo. Je vais maintenant vous isoler ce mur-ci en 3 dimensions pour que vous puissiez bien réaliser ce à quoi il va ressembler. Nous voilà donc avec notre mur en 3 dimensions. Je vais vous le faire pivoter à 360 degrés pour que vous puissiez bien réaliser ce à quoi il doit ressembler à la fin. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, toutes les couches qui vont le constituer. Pour cela, on va réaliser une vue en éclaté de ce mur. Et voilà, nos 9 couches sont maintenant apparentes. Dans l'ordre, nous avons le parement intérieur, le lattage ou les rails pour placo-plâtre, le pare-vapeur, l'isolation, l'ossature de votre mur, le contreventement, le pare-pluie, le lattage et le parement extérieur. Le parement intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la couche de votre mur qui va recevoir votre finition. Dans notre cas, c'est du placo-plâtre de 13 mm, autrement dit BA13, mais on aurait tout aussi bien pu mettre du contreplaqué ou du lambris pour faire les finitions intérieures. Il faut savoir que ce parement intérieur, si c'est du placo-plâtre ou du contreplaqué, va pouvoir venir recevoir une peinture, du papier peint, c'est selon vos choix. C'est la couche support de votre finition. Pour faire tenir cette couche support, nous avons la deuxième couche, dans notre cas des rails pour placo-plâtre, mais si vous aviez choisi du lambris ou du contreplaqué, vous auriez mis un lattage. Voilà un exemple de lattage. Ce lattage ou ces rails de placo ont une double fonctionnalité. La première, tenir votre parement intérieur, mais la seconde est de créer un vide technique. Ce vide technique est très important car il permet de passer vos gaines électriques, mais également votre VMC si votre maison en est fournie. Pour ma part, je vous préconise quand même de mettre une VMC à l'intérieur de votre maison afin de pouvoir gérer plus facilement l'humidité de celle-ci. Si toutefois vous n'avez pas besoin de ce vide technique car vous avez décidé de faire passer tout ceci dans le plancher, vous pouvez très bien mettre de l'isolation afin d'éviter les ponts thermiques. J'expliquerai ce qu'est un pont thermique dans la vidéo où je vous expliquerai l'isolation en détail. Comme dit précédemment, je vous ai expliqué qu'il fallait mettre une VMC pour gérer l'humidité. En effet, l'humidité est l'ennemi de toute maison. Ça va avoir tendance à pourrir votre mur si l'humidité atteint votre isolation. Pour éviter que cela n'arrive, on va mettre la troisième couche qui est le pare-vapeur. Le pare-vapeur ou frein-vapeur, comme son nom l'indique, c'est d'éviter que la vapeur d'eau ne puisse rentrer à l'intérieur de votre mur. En effet, ce pare-vapeur va arrêter tout ce qui est microscopique. Vapeur d'eau, cuisine, salle de bain, tout ce qui va gérer de l'humidité à l'intérieur de votre maison. Pour bien poser ce pare-vapeur, il va falloir faire en sorte que le lait numéro 1, juste ici, puisse recouvrir de 10 à 15 cm le lait numéro 2, juste ici. Pour faire la bonne étanchéité, votre fournisseur vous fournira un scotch. Chaque scotch est spécifique à un type de pare-vapeur ou frein-vapeur. Vous allez donc mettre ce scotch à la jointure entre le lait numéro 1 et le lait numéro 2 de pare-vapeur. Où vous viendrez ensuite découper vos menuiseries, mais ça on le verra quand on réalisera notre mur à ossature bois dans la réalité. Vient donc ensuite la quatrième couche de votre mur, l'isolation. En effet, cette couche est à la fois primordiale pour éviter tout ce qui est transfert d'énergie thermique, que ce soit de la chaleur en été ne puisse rentrer dans votre maison, et à l'inverse, en hiver, la chaleur de votre maison ne puisse partir dehors. Ça c'est pour faire simple, je vous expliquerai tout sur la vidéo de l'isolation. Ensuite, cette isolation va venir reposer à l'intérieur de notre ossature bois. Alors je ne vais pas m'attarder sur l'ossature bois, en effet ce sera l'objet de la seconde vidéo de cette petite série où je vais vous montrer comment bien réaliser son ossature bois. Mais pour faire simple, l'ossature bois c'est ce qui va reprendre toutes vos charges de maison, que ce soit le poids propre de votre toiture, mais également la neige et les charges utiles si vous faites un toit terrasse. Les charges utiles, c'est ce qui va être vous quand vous allez marcher sur votre toit, mais également si vous placez du mobilier sur celui-ci. Une fois que toutes ces couches-là sont posées, on va passer sur les couches extérieures de votre maison. En première partie, vous allez trouver votre contreventement. Le contreventement, qu'est-ce que c'est? Je vous affiche un petit schéma qui va vous permettre de vous imaginer ce qui va se passer si votre mur est soumis à la force
qui est la flèche rouge. Sans le contreventement, il va se déformer comme vous pouvez le voir ci-dessous. Avec le contreventement, ça va empêcher cette déformation et faire en sorte que votre mur reste bien rectangulaire et donc qu'il évite de s'écrouler sur votre tête. Comment bien contreventer sa maison? Il existe 3 techniques de contreventement. La première technique, la plus connue, sera l'OSB, comme on peut le voir ci-dessous en image. Avec cette technique, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est tout simplement l'épaisseur de votre OSB. En effet, on va mettre une épaisseur de 12 mm. Il ne sera donc pas rainuré languetté. Il va donc falloir mettre un jeu de 4 mm afin que vos deux panneaux ne viennent pas, avec le temps, forcer les uns contre les autres et casser. En effet, l'OSB résiste mal à l'humidité. Il va avoir tendance à gonfler si celui-ci est trop humide. Et donc si vous ne laissez pas ce jeu de 4 mm, il va avoir tendance à forcer et à casser comme je l'ai dit précédemment. Vous pouvez voir ici le jeu de 4 mm bien appliqué à nos panneaux d'OSB. Il existe une seconde technique qui s'appelle les écharpes. Les écharpes sont des pièces de bois qu'on va venir poser avec un angle bien précis pour contreventer notre mur. Si vous êtes novice ou si vous n'êtes pas charpentier et que vous ne connaissez rien au calcul de charge, de force, etc. et que vous ne savez pas comment les positionner, je vous déconseille fortement cette technique. Car en effet, un mauvais positionnement des écharpes signifie qu'elles sont inefficaces et donc que votre mur va se casser la figure s'il y a trop de vent, comme expliqué précédemment. Ensuite, il existe aussi le feuillard métallique. Il va généralement être utilisé dans les tiny house pour gagner du poids. En effet, l'OSB est assez lourd. Le feuillard métallique se présente sous forme de rouleau et il va venir être tendu avec le bon angle sur votre mur à ossature bois, un petit peu comme les écharpes, sauf que là, ça sera du métal. On va venir faire une petite rainure dans chaque montant de votre ossature bois pour que le feuillard métallique vienne à ras de votre montant et qu'il ne déchire pas votre pare-pluie. La pose du feuillard est très importante, tout comme la pose des écharpes. En effet, un feuillard métallique qui est mal tendu signifie qu'il est inefficace. Vient donc ensuite la seconde couche extérieure, qui est votre pare-pluie. Tout comme le pare-vapeur, son rôle va être d'arrêter l'eau. Sauf que celui-ci, il va arrêter toute l'humidité, c'est-à-dire la pluie, voilà, comme son nom l'indique, le pare-pluie. Il va donc arrêter de plus grosses quantités d'eau. Il est donc étanche. C'est ce qu'on appelle la mise hors d'eau. En posant votre pare-vapeur, vous l'avez mis hors d'air. Une maison doit être donc hors d'eau, hors d'air. Chose qui est faite maintenant qu'on a posé notre pare-pluie. La pose du pare-pluie est exactement pareil que votre pare-vapeur. Le lait numéro 1, ici, doit venir recouvrir votre lait numéro 2 juste là, afin d'éviter l'effet de la goutte, comme expliqué précédemment sur le pare-vapeur. La goutte doit éviter d'aller derrière votre pare-pluie, atteindre votre OSB et par capillarité atteindre votre isolant et le pourrir de l'intérieur. Vous n'aurez plus qu'à recommencer votre mur, en tout cas l'isolation, qui va vous coûter assez cher parce qu'il va falloir tout démonter pour tout changer puis tout remonter. Vous doutez bien que ce n'est pas ce qu'on a envie. On va donc ensuite poser la troisième couche de l'extérieur qui est le latage. Le latage, cette fois-ci, n'aura pas pour but d'être un vide technique, mais bel et bien de faire une aération pour votre bardage. En effet, le bardage, c'est du bois. Il va avoir tendance à garder un petit peu d'humidité et donc pour qu'il puisse bien finir de sécher avec le temps, il faut qu'il y ait une aération dans votre mur pour que celui-ci puisse sécher et donc que vous n'ayez pas de problème d'humidité. Sa seconde fonctionnalité va être de tenir un petit peu plus votre pare-pluie sur votre mur et ainsi éviter que celui-ci tombe sous son propre poids. Pour bien poser votre latage, il va falloir prendre en compte comment est orienté votre parement extérieur. En effet, vous pouvez voir ci-dessous que j'ai posé un bardage à l'horizontale. Donc, mon latage, lui, vient à la verticale, toujours à la perpendiculaire de mon bardage. A l'inverse, si vous auriez posé un bardage vertical, vous seriez venu poser un latage horizontal. Toujours garder cette perpendicularité. On n'oublie pas, bien évidemment, de faire le contour des fenêtres et de bien poser ce latage sur vos montants afin qu'ils ne tiennent pas dans le vide. Pareil pour les rails de placo ou le latage si vous avez mis un parement intérieur différent. Vient donc ensuite la dernière couche, le parement extérieur. Dans notre cas, pour les maisons à ossature bois, on va avoir tendance à privilégier un bardage bois. Effectivement, c'est beaucoup plus écologique que de mettre du crépi ou tout autre revêtement sur les maisons classiques. Pour bien poser votre bardage, ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci a une rainure mâle et une rainure femelle. Si je zoome un petit peu, vous pouvez voir que nous avons une rainure, juste ici, et la languette qui va venir à l'intérieur de votre rainure. Voilà, c'est pas plus compliqué, c'est comme les Lego, vous les emboîtez les uns dans les autres, vous clouez, et puis voilà, il va tenir. Bien sûr, vous les clouez sur les lattes de votre latage, sinon vous doutez bien qu'il ne va pas tenir votre bardage. D'où l'importance de bien réaliser son latage, parce que mine de rien, ça pèse lourd, le bardage. Après, pour le bardage, vous en trouverez de tout type, hein. Que ce soit en rainure languette, que ce soit aéré ou pas aéré. Ce que j'appelle aéré, c'est qu'il va y avoir un jour entre les lames de bardage. Et je vais rebondir sur ce point pour revenir un petit peu sur le pare-pluie. En effet, quand vous choisirez votre pare-pluie, il va être intimement lié à votre finition de mur. Si votre finition de mur laisse passer le soleil, il va falloir que votre pare-pluie soit résistant aux UV pour éviter qu'il ne se détériore dans le temps. Et voilà, vous savez donc maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les différentes couches de votre mur à ossature bois. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons réaliser l'ossature de votre mur afin de bien savoir comment la réaliser. Allez, salut! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit pouce, ça mange pas de pain.
Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire ou me poser la question sur Instagram. Peut-être que je ferai une vidéo où je répondrai à toutes vos questions. Mais dans tous les cas, je vous répondrai en personnel sur Instagram. Allez, sur ce, portez-vous bien. Ciao!